Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je m'appelle Xavier, alias Xavki. Aujourd'hui on va continuer dans cette 9e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public Infomaniac. On va continuer à déployer notre instance de VPN. Donc lors de la vidéo précédente on avait mis en place les éléments réseau, on avait mis en place le Git, le dépôt Git et le dépôt distant GitLab on va dire. Et puis là aujourd'hui on va continuer. Alors sur notre cloud Infomaniac, souvenez-vous lors de la vidéo précédente, si on en revient ici, hop, voilà, on était arrivé où, je vais rafraîchir, on n'a plus d'instance, on n'a pas de network, on n'a pas de routeur, on vérifie quand même, on n'a pas de routeur présent, on n'a plus rien de présent, donc c'est cool. On va tout recréer aujourd'hui. Donc tout ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente n'est pas perdu, va se recréer automatiquement. Et le but c'est d'enchaîner avec la création de l'instance et faire en sorte que cette instance est une IP publique. Vous allez voir que finalement, la création de l'instance en elle-même, ça va pas être le plus difficile. Le plus difficile, ça va être l'association de l'IP publique, mais encore on va être sur quelque chose d'assez simple. Pour les gens qui voudront des choses un peu plus compliquées, vous verrez plus tard quand on va passer au mode module avec les disques, les IP, etc. Ça va devenir un petit peu plus sioux, un peu plus avancé. Donc il faut vraiment bien suivre, bien intégrer un petit peu les mouvements qu'on voit ici aujourd'hui. N'hésitez pas à vous reporter à la playlist dédiée à Terraform qui est présente sur la chaîne. Il y a une trentaine de vidéos qui pourra vous être très utile pour voir un petit peu comment on manipule les choses. Là, j'ai fait en sorte qu'on utilise petit à petit des éléments supplémentaires. On va essayer de ne pas brûler les étapes. Donc n'hésitez pas surtout à ouvrir la documentation dédiée au provider Terraform. Ça, c'est Donc n'hésitez pas surtout à ouvrir la documentation dédiée au provider OpenStack sur Terraform. Donc ça c'est quelque chose qui est assez essentiel pour pouvoir mieux travailler. Ensuite, donc nous, ce que l'on va faire, c'est on va commencer par mettre en place les security groups dont on peut avoir besoin à la fois pour notre VPN et puis potentiellement un petit peu par la suite. L'idée, c'est de se dire, on va avoir deux Terraform Apply que l'on va jouer pour la création de notre infrastructure. Ça, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, on en reparlera par la suite. Le premier Terraform Apply, ça va être la création, l'instanciation, la configuration de notre VPN. Et on ne peut pas passer outre ce découplage des deux, en tout cas de manière à garder quelque chose, un élément simple. Le deuxième Terraform Apply, c'est celui qui va créer tout le reste de l'infrastructure. Alors pourquoi découpler les deux? Tout simplement parce que on a besoin d'avoir notre réseau VPN de créer pour pouvoir jouer le deuxième Terraform Apply. Et si on veut être dans le réseau VPN, dans notre sous-réseau, quand on va faire le Ansible du deuxième Terraform Apply, on va être obligé d'activer le VPN entre les deux. Donc il nous faut vraiment disjoindre les deux, et c'est plutôt intéressant, je trouve, de disjoindre les deux, notamment aussi en matière de state Terraform. Ça veut dire qu'on va avoir un bloc, une partie Terraform qui va s'occuper vraiment du VPN, mais potentiellement on va utiliser, vous allez voir, la notion de module qui va permettre de partager des briques de construction, un petit peu comme les rôles Ansible, si vous les connaissez, des briques de construction d'instance. Et bien cette instance VPN qui va être créée à partir de cette brique là, on l'a pas encore faite, on la fera un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas, et bien cette brique de création d'instance pourra être utilisée à la fois pour le VPN, la partie création du VPN, et puis également pour la partie création de tout le reste des instances. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de factoriser en matière de code et éviter de réinventer à chaque fois, ou en tout cas de faire des copier-coller de répertoires de modules ou autres. Le but, c'est vraiment de partager et de ne pas réécrire du code. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que les security groups font partie du premier bloc de création. Moi, ce que je veux pas, c'est revenir plusieurs fois sur des ressources qui peuvent être considérées comme finalement des ressources globales de notre infrastructure. On a dit qu'on va avoir configuré notre réseau, là, à partir de ce qu'on a fait. On va donc configurer les security groups et on pourra considérer que dans le deuxième bloc Terraform, dans le deuxième Terraform Apply, on ne reviendra pas sur la création de ces security groups ou des éléments réseau. C'est vraiment le premier bloc Terraform, celui qui est dédié au VPN, mais aussi au réseau, qui a en charge aussi de gérer les security groups. Donc là, c'est pour ça qu'on va inclure des règles pour notre VPN, bien sûr, mais aussi des règles qui vont aller au-delà de notre VPN. Donc là, on va venir compléter finalement les éléments qui sont là. On va dire en 0.3 qu'on va avoir les security groups. Alors avec un S, puisqu'en fait, vous allez voir, on en a quand même plusieurs. Le premier, c'est celui qui se rapporte... Donc souvenez-vous, il y a les notions de rules, on pourrait regrouper plus. Moi, en l'occurrence, je ne regroupe pas forcément tant que ça.
Le premier, c'est celui qui se réfère donc à une rule dédiée à SSH en fait, et qui va être vraiment utile pour le coup pour notre VPN. C'est-à-dire que c'est le SSH from all, donc c'est comme ça que je l'ai intitulé, hein, c'est ce security group. C'est-à-dire que une instance qui va se voir appliquer ce security group là pour être joignable en SSH, à la fois dans le réseau interne, mais aussi, si elle a une IP publique, à la fois aussi par l'IP publique. Et ça, c'est le cas très spécifique. Normalement, on n'a pas d'autres instances dans ce cas de figure-là, de notre VPN. On pourrait, vous voyez que je ne l'ai pas fait ici, mais on pourrait whitelister l'IP avec laquelle on arrive dessus. C'est-à-dire que moi j'ai mon réseau ici chez moi, je pourrais très bien dire directement, bah voilà, c'est l'IP X qui est autorisé à passer depuis l'extérieur sur cette règle-ci, ce qui permettrait de vraiment de limiter les choses également. Là je le fais pas simplement pour pas vous montrer non plus mon IP public, je suis pas vraiment intéressé pour faire ça, pardon. Et celle-ci est très importante, cette IP publique, parce qu'elle va nous permettre de jouer le Ansible, non pas le Ansible de toute l'infrastructure, mais juste pour le Ansible du VPN, tout simplement, pour configurer OpenVPN, puisqu'on va faire tout ça nous-mêmes, vous allez voir, on va découvrir comment on utilise aussi Ansible. Donc là, la règle, hein, c'est quelque chose de très simple, quoi, la security group, elle est très simple, on l'appelle SSH, son nom c'est SSH from all, on pourrait reporter également ici son petit nom, peu importe, il ne va pas y en avoir 10 000 non plus. On dit que c'est du port 22 pour le port 22, c'est du TCP et qu'on vient de n'importe quel IP. Ensuite, on va avoir la règle spécifique pour OpenVPN. Nous, on va utiliser le port par défaut d'OpenVPN. On peut le changer hein, quand on fait la configuration VPN, si on veut éviter de conserver l'IP par défaut, qui est une IP qui potentiellement veut dire qu'on a de l'OpenVPN et que les gens vont peut-être, les gens mal intentionnés vont peut-être aller attaquer dessus. Nous, on va être en UDP, à vous de voir ensuite par la suite. Là encore, sachant qu'on vient sur notre VPN, on pourrait très bien whitelister qui vient sur ce VPN. Ça pourrait être quelque chose qui est important, en plus du certificat OpenVPN client qu'on va avoir à côté, donc ce qui garantirait vraiment une sécurité assez accrue. Ensuite, on va avoir l'autre cas de figure, c'est quand on va installer notre infrastructure, on va jouer du Ansible, mais on aura activé notre VPN. Donc du coup, on sera en mesure de faire du SSH et de considérer qu'on est dans notre réseau. Et donc du coup, comme on va passer à travers OpenVPN pour donc OpenVPN qui va être dans le réseau, eh bien on va pouvoir considérer qu'on va avoir une règle de SSH internal, vous voyez que je mets ici, du port 22 pour le port 22 pour TCP, mais que sur le range de CIDR que l'on a. Alors on peut se reporter aux variables, parce que c'est vrai que j'aurais pu le faire, voilà, on va dire que la variable c'est celle-ci, hop, j'ai pas forcément tout bien variabilisé, voilà. Donc du coup là on réduit vraiment le scope et on dit que les machines à qui on va donner ce SSH internal, c'est-à-dire toutes les autres machines du parc, de manière à pouvoir jouer du Ansible dessus, elles vont avoir, on va autoriser du SSH mais qu'à partir de machines qui sont à l'intérieur du réseau. Et encore on pourrait réduire vraiment le scope et dire que ce soit uniquement la machine d'OpenVPN. Là en l'occurrence on va pas vraiment le faire parce que ça va apporter des petites complications, pas forcément nécessaires dans notre cas de figure, mais en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Ça veut dire simplement qu'il va falloir fixer l'IP du VPN. Je crois que d'ailleurs c'est ce qu'on fera par la suite, l'IP interne du VPN. Ensuite on a le Hello All internal, hop, ici. Alors elle est intéressante pour certaines machines, et je me demande si d'ailleurs à la fin on va pas finir par utiliser ce cas de figure là, on va voir. C'est celle qui va nous permettre d'autoriser tous les ports en TCP et en UDP dès lors qu'on est à l'intérieur de notre réseau. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt qu'on pourrait éviter. Mais qui nécessite beaucoup de travail et surtout faire des tutos en réalisant les mêmes tâches, on va y passer des jours et des heures. Donc sur une infrastructure plus classique, on va dire ça peut être intéressant de le faire, à doser vraiment parce qu'en termes de maintenance ça demande quand même des choses supplémentaires. Un exemple, si on prend les ports dédiés à Consul, parce qu'on va utiliser Consul, vous voyez qu'il y a tous ces ports-ci qui sont dédiés juste à Consul, avec de TCP et de l'UDP. Et d'ailleurs ça veut dire aussi si on a des agents, si on a des nodes exporteurs, etc., eh bien il va falloir ouvrir des ports sans cesse, etc. Donc
c'est vraiment quelque chose qui est très impactant de dire, de faire des règles de sécurité à la machine, au port, quand on est sur déjà un réseau très isolé. Ça va avoir un impact en termes de maintenance, et là en l'occurrence ça vaut le coup de créer du coup le hall internal. Vous allez voir, je pense qu'on va l'utiliser assez rapidement, on va voir. Ensuite, celui-ci par contre, lui, est indispensable. C'est que, voilà, comme je vous ai dit, on va utiliser Traffic comme... hop là, on va le mettre comme ceci. On va utiliser Traffic comme reverse proxy. Et bien ce reverse proxy, il va falloir l'autoriser à écouter sur le 80 et 443 et autoriser à ce qu'il y ait du trafic qui arrive sans forcément connaître l'IP de qui va vouloir le visiter. Donc on pourrait whitelister aussi au début, etc. Là en l'occurrence, nous on n'est pas sur des règles strictes parce qu'on va considérer que peut-être on veut servir des interfaces graphiques pour, je sais pas, des clients ou autres, et que voilà, on veut vraiment gérer un service assez ouvert mais limité avec des mots de passe, etc. Vous allez voir, on va quand même pas faire open bar pour tout le monde. Donc là, on va avoir un security group de type proxy, et ce type proxy, lui, va permettre d'avoir une règle sur le port 80 en TCP venant from all, any quoi, et 443 TCP, pareil, la même chose. Donc ça, celui-ci va servir vraiment qu'à une seule machine, c'est celle qui va porter le trafic finalement. Autre règle également, hop, non, on n'a plus de règles. Ah non, on n'a plus de règles. On va rajouter également du coup des variables. Alors celle-ci va pas forcément être nécessaire, mais on va quand même les compléter au fur et à mesure. On fera le tri un petit peu plus tard. Ça va être nécessaire. Quoi, elle sera utile quand on fera un module par exemple, quand on voudra un comportement par défaut. Là en l'occurrence sur le nom d'instance, on va le supprimer. On peut considérer qu'on ne va pas avoir de nom d'instance par défaut. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne définit pas de nom d'instance pour créer une instance, on peut considérer que c'est une faute importante et qu'on veut tout de suite que lui ait un message d'erreur et qu'il ne crée pas une instance avec un nom par défaut où il ne saura pas forcément quel nom ce sera sur le moment où il va lancer les choses, et ça ne va pas forcément apporter grand chose. Deuxième élément, derrière, ce qu'on veut, c'est l'ID de l'image qu'on veut utiliser, donc l'image ISO de l'OS que l'on veut. Donc là, pour le retrouver, c'est assez simple. Souvenez-vous, on a vu la ligne de commande OpenStack, et là, on va faire image list, et là, on va aller retrouver finalement notre Debian bookworm ici. Et donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Vous voyez, cette DF, donc cette... Ah, on n'a pas le 7DF à la fin. Normalement c'est celle-ci, alors à moins que je sois parti sur une autre plus ancienne, 255. Bon, on va rester sur la même, mais normalement ça devrait fonctionner. J'ai pas pris du Ubuntu. Intéressant. Ah bah, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va rester sur celle-ci pour le moment. On va voir, tiens, on verra tout à l'heure d'ailleurs ce qui va se lancer. Mais vous pouvez rechercher de cette manière-là, de la même manière que vous pouvez rechercher aussi les flavors. Quand vous avez besoin d'ID, les flavors de cette manière-ci. Donc vous faites un flavor list et là vous retrouvez l'ensemble des flavors, c'est-à-dire le type, le profil de machine que vous avez en question. On va sauvegarder, ensuite on va continuer, donc du coup, donc là on est sur l'instance l'image de l'instance, ensuite on a le flavor de l'instance, donc nous, vous voyez, le flavor lui il n'est pas sur l'ID, il est sur le nom directement, donc on va le reporter ici, et on va aller tout simplement mettre que l'on veut du A1 RAM 2 disque 20 perf 1. Donc vous voyez qu'on reste sur notre petite machine, l'idée c'est de ne pas forcément dépenser beaucoup dedans. Ensuite on peut placer le security group qui est utilisé par défaut. Là en l'occurrence sur le VPN, on va utiliser default, mais on va aussi avoir d'autres security groups, ceux qu'on a utilisés, c'est-à-dire celui pour le SSH from all et celui pour le VPN. Ensuite encore, si on continue, on peut définir, si on va l'utiliser pour les instances, on va utiliser un autre type de variable. Ce type de variable, c'est la map. Après, ça peut être une map de liste, une map d'autre chose, mais là, en l'occurrence, on est sur une map de string, c'est-à-dire on a un hash, finalement, donc avec une clé et une valeur, tout simplement. Là, par exemple, c'est environnement dev, tout simplement. Donc, à vous de voir, là en l'occurrence ça va pas être le plus utile, mais on verra plus tard qu'on va en avoir vraiment besoin pour Ansible, ça va être très très pratique. Autre
variable qu'on n'a pas définie, c'est le nom. Et comme ce nom de network est fixe dans le fonctionnement d'Infomaniac avec le network, le nom du network, de l'external network, donc par défaut, hein, ce sera xFloating1, c'est le cas pour tout le monde, donc autant le fixer directement ici dans les variables. On peut aller aussi le rechercher, quoi, en fait, par les data sources dont on a parlé un petit peu lors de la vidéo précédente. Alors justement, en parlant des data sources, qu'est-ce que l'on veut faire pour créer notre floating IP, l'association du floating IP avec notre instance? On va avoir besoin de récupérer le subnet externe, non pas par son nom, mais par son ID. Donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser le fameux data source. Donc ce data source, on va se rendre ici. On va considérer qu'on est sur un autre fichier pour éviter d'en avoir trop aussi. Donc on va être en 04 et on va dire que c'est l'instance.tf. Instance.tf comme ceci. Donc je colle mes éléments. Donc premier élément qu'on veut faire avant de créer une instance. Alors on verra, hein, bien sûr, tout ça va évoluer fortement quand on va passer, entre guillemets, à l'échelle, quand on va devenir un peu plus, quand on va chercher à être un peu plus scalable, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus, alors, complexe, mais ça sera nécessaire et ce sera très pratique à la fin. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est on va lui passer network external ID. Donc on va retrouver juste ici, normalement, network external ID, voilà, c'est celui-ci. Et ce qu'on veut faire, c'est aller récupérer donc là, on a l'external ID, et là, on va aller récupérer le network ID correspondant. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on part... l'idée, c'est d'aller récupérer le subnet, l'ID du subnet qui correspond. Pas forcément évident à imaginer, mais en gros, on va aller prendre notre ID ici, hop, notre external ID qui correspond donc à xFloating1, et nous ce qu'on veut récupérer c'est le network associé par son ID, qu'on ne peut pas forcément récupérer facilement. En tout cas, vaut mieux pas le mettre sous forme de variable, et c'est l'occasion d'utiliser la data source. Donc là on va aller le récupérer de cette manière-ci, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Là en l'occurrence, c'est ici que nous allons en avoir besoin. On va utiliser une ressource, donc du coup cette fois-ci c'est en création. Data, on a été chercher de la donnée sur le cloud. Ressource, on va aller créer un objet. Et là on va aller créer notre floating IP. Notre floating IP, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bah écoute, tu vas la créer sur le pool source qui est le network external name. Donc le network external name, on vient juste de l'ajouter, c'est-à-dire xFloating1. Et derrière, on va lui dire, bah écoute, ça correspond à un subnet ID que tu vas aller retrouver juste au-dessus à partir de la data source qui est ici. Et vous voyez qu'ici, on n'est plus sur ressource.quelque chose, comme on l'a déjà vu et qu'on va le revoir, mais on est sur data.openstack subnet ID v2, .exSubnet, donc ces éléments-là qui sont juste au-dessus, hein. Et là, c'est pas ID simple, c'est IDs avec un S. Parce que derrière, il a besoin d'avoir l'ensemble des subnets disponibles et sous forme d'ID, c'est-à-dire une liste finalement d'ID disponibles. Et ça, derrière, donc, il va l'associer avec le pool qui correspond, et il va générer à partir de là, donc cette ressource-là va générer automatiquement, de manière aléatoire, on va dire, une floating IP qui va se nommer floating IP 1 de cette manière-ci. Alors ensuite, si on continue, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin quand même de créer notre ressource à un moment donné. Donc on va créer notre ressource. Notre instance, plus exactement. Et cette instance va se créer bien sûr sous forme de ressource. Donc on a une ressource qui est de type OpenStack Compute Instance V2. Et le nom, on va lui dire OpenVPN. Son nom de cette instance, ce sera elle aussi OpenVPN, comme le nom de la ressource en question. On va lui dire, pour l'image ID, ça va être la variable que l'on a. Pour le flavor, ça va être la variable également que l'on a. On a aussi quelques métadatas, c'est notre fameux environnement. Et puis ensuite, alors là, je pense qu'on pourrait le passer autrement. On va avoir les security groups qu'on a créés tout à l'heure. Les security groups qu'on a créés tout à l'heure, par exemple, on peut aller les rechercher avec... hop, qu'on retrouve notre élément... c'est une ressource security group. Où est-ce qu'on est? Security group ici. Nous, ce qu'on veut, on va prendre juste le nom comme ça, et normalement, comme j'ai le plugin qui est installé, le plugin Visual Studio Code,
on va faire comme ceci, point security group, donc du coup il les trouve. Nous on a besoin de celui du VPN. Ensuite on en a besoin d'un autre, donc on va mettre point une nouvelle fois. Ensuite on a besoin de celui du SSH, comme ceci. Et puis on va mettre aussi celui par défaut en fait. Donc on va retrouver normalement default, non on n'a pas default, et bien on peut les saisir directement. Oui, default c'est pas nous qui l'avons créé, donc du coup on ne l'a pas. Donc on peut aller le mettre directement comme ça, on fait un mixte entre des strings et des variables directement. Les variables sont aussi des strings également. Ensuite on a la key pair également à récupérer, et ça on va aller la rechercher suivant son nom. C'est-à-dire qu'on sait que sa ressource c'est celle-ci, on va le faire également, donc hop, point. OpenStack SSH public key, j'en ai qu'un seul, toc, il va aller me la récupérer, et moi je sais que je veux utiliser le nom, donc on va mettre name, voilà, hop, et comme ceci il va aller le récupérer. Donc là c'est vraiment lié à l'extension Terraform dédiée à Visual Studio Code. Et ensuite derrière, là vous voyez qu'on a le network, qu'on va aller rajouter, et là c'est à cet endroit-là, c'est le réseau interne. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc là on va faire référence à Network Internal Dev, et c'est-à-dire c'est celui-ci. Et dedans bien sûr ce sera une IP aléatoire. Vous verrez qu'après on va permettre de faire des choix. Est-ce qu'on veut une IP fixe, une IP aléatoire, public, pas public, etc. Ça on va le gérer plus tard et avec des modules bien sûr. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on a notre instance, elle a une IP interne, pour l'instant, elle n'a pas encore, on n'a pas associé cette IP flottante. Donc du coup, on va s'en occuper tout de suite, donc on va faire une association. Donc pour ça, souvenez-vous, hein, c'est finalement ce qu'on a fait à la main il y a quelques vidéos. On va se rendre ici, et on va coller ce bout de code là. Donc cette ressource, c'est quoi? C'est une ressource d'association. Donc il nous dit tout simplement, voilà, floating IP compute associate. Donc on fait le lien entre les deux, et on va venir plugger finalement cette floating IP dessus. Donc là on lui donne un petit nom, et ça prend deux paramètres. La floating IP, donc ici, qu'on retrouve, on va récupérer l'adresse, parce que l'adresse, en l'état actuel, on ne connaît pas son adresse. Comme je vous disais, le pet versus cattle, etc. Très important. Sur le VPN, ça pose pas de souci, puisqu'en fait, dans le certificat, il y aura l'IP qui correspond. Donc finalement, l'IP peut changer, pas quand le certificat a été généré, hein, mais l'IP peut changer. Si c'est à la génération, on récupérera, il n'y aura pas de souci. On aura quelque chose qui sera opérationnel. Donc là, on va aller chercher dans notre ressource ici, floating IP qui a été généré au-dessus, floating IP 1, et on va récupérer l'adresse qui correspond. Ensuite, au niveau de l'instance ID, c'est pareil, on ne connaît pas encore son identifiant à cette instance. Eh bien, on va chercher dans cette ressource qui était juste au-dessus, instance et ID. Comme je vous disais lors de la vidéo précédente, le point ID, l'ID, est une variable qui existe dans la plupart des ressources. L'ID et le name, généralement, vous le retrouvez quoi qu'il arrive. Donc avec ça, normalement, on a fait à peu près ce qu'il faut. On va dérouler. Oui, on a fait ce qu'il faut. Et on va faire un Terraform plan, du coup. On le lance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a un problème de security group. VPN is an object. Oui, on a dû oublier des morceaux. C'est que... Alors ça, c'est la petite erreur classique. En tout cas, j'ai l'habitude de faire classiquement. C'est que quand on est dans une ressource, il faut aller chercher dans la ressource ensuite l'argument, le paramètre que l'on souhaite utiliser. Là, en l'occurrence, je ne lui ai pas précisé que c'était les noms des security groups que je veux utiliser. Donc du coup, il me fait, écoute, c'est bien, moi j'ai plein de trucs, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux utiliser dans ce cas de figure-là. Ensuite, il nous dit qu'on a quelque chose qui n'a pas été déclaré. Compute instance v2. Ah, ça doit être les noms peut-être open. Voilà. Hop, j'ai fait une typo ici. Donc c'était en fait tout simplement, quand on a créé la ressource ici, on l'a appelé OpenVPN. Moi je l'avais laissé à instance. Forcément ça marche pas, il est pas capable, il n'arrive pas à faire matcher les deux, et heureusement d'ailleurs. Donc là si on fait un plan, vous voyez, ça a l'air de pas trop mal se passer. On va faire un apply en fermant les yeux, on va dire. Voilà, c'est pas bien. Et voilà, vous pouvez le relire. Là en l'occurrence, vous voyez, il y a 13 add, 0 change et 0 to destroy. En l'occurrence, donc du coup, on va le lancer. Donc il va nous recréer tous les éléments. On peut déjà se rendre dans l'interface graphique. On devrait déjà avoir le routeur. Généralement, ça va assez vite à être créé. Voilà, on a le routeur, on a nos networks, j'imagine, qui doivent être déjà créés. Nos security groups
également, voilà, là vous voyez que ça s'est peuplé hein, quand même tout ce petit monde, et puis derrière on va retrouver l'instance normalement qui devrait être en train de se lancer. Alors il lui faut un petit peu de temps peut-être, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Bad request, network requires subnet in order to boot instance on. J'ai dû louper un truc. OpenVPN instance. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer. Hop, et on va replacer yes. On va vérifier une chose. Et on va rafraîchir dans notre interface graphique. Je soupçonne, voilà, je soupçonne une chose. On a parlé des dépendances, mais on n'a pas agi. Là, pour l'instant, sur les dépendances, on n'a pas vu cette notion-là. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va le laisser finir. Bon, il va finir de toute façon tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on le laisse finir parce qu'il va dérouler et ça va bouger. Voilà, hop, on laisse finir. Et voilà, ce qui s'est passé, il nous a dit, ouais, écoute, au moment de créer la ressource, donc, où est-ce que c'est déjà? Voilà, au moment où il en est arrivé à créer l'instance, tel que décrit ici en ligne 11 du fichier 04 instance.tf, donc cette instance VPN, il me fait, bah écoute, j'ai ce problème-là, c'est-à-dire que tu me demandes d'utiliser un subnet, mais pour l'instant, en fait, il n'existe pas encore. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, bah, il a essayé de créer l'instance, mais un petit peu trop tôt par rapport à la création du subnet. Donc là, on a une dépendance finalement entre la création du subnet et notre instance. Donc là, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, c'est flécher et vraiment indiquer textuellement à Terraform le lien, en tout cas cette dépendance. Donc cette dépendance-là, ça va être celle qui correspond à la... Alors on a besoin du réseau, donc on va dire depends. Donc là, il a une clause qui s'appelle depends on. Et là, vous voyez qu'on a accès à toutes les ressources et on peut lui dire, voilà, l'instance, la ressource instance que l'on a juste ici au-dessus, elle dépend de tel autre objet au niveau de Terraform. Là, en l'occurrence, il nous a dit que ça venait du subnet. Donc on va dire que c'est celle-ci, je pense. Donc on va revenir ici, on va mettre point comme ceci, et là bon on n'en a qu'un en plus, c'est rapide, donc on va le faire comme ceci, et vous allez voir aussi qu'à la destruction on va avoir encore un autre problème de dépendance, du coup on va pouvoir commencer à lister nos dépendances, ça va être intéressant. Donc là on a maintenant, donc si je rafraîchis ici, on a notre instance, et il lui a associé l'IP public. Vous avez vu, hein, on n'avait pas d'IP public, maintenant on en a une, parce que tout simplement, l'instance a été créée avant l'association d'IP public, et on a réfléchi juste entre les deux. Si on voulait retrouver les éléments en reprenant les bases que l'on a vues précédemment, on peut faire un Terraform, j'allais faire un OpenStack, non, un Terraform cette fois-ci, un Terraform State List, souvenez-vous, et là on retrouve tous les objets que l'on a créés finalement. Donc vous voyez que ça commence à se peupler un petit peu, mais pourtant on n'a pas fait beaucoup d'instances, on n'en a fait qu'une seule et un petit peu de réseau. Donc vous verrez que à la fin, si on pense à refaire un Terraform State List, vous allez voir que ça va être imbuvable en fait de le pratiquer comme ça. Là, en l'occurrence, on a créé une floating IP, et admettons, je ne sais pas quelle est l'IP qui a été attribuée. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller consulter le state en question, et il va me dire, voilà, écoute, c'est cette IP-là, alors on peut vérifier, hein, mais voilà, c'est cette IP-là qui a été attribuée, pas de souci. On lui a injecté notre clé SSH, donc go, il n'y a plus qu'à tester, donc on va se mettre ici, hop, voilà, on va zoomer un petit peu, SSH Debian, parce que normalement on est sur une Debian. Alors oui, tout à l'heure on voulait vérifier quel type d'image on avait utilisé. Là en l'occurrence on a bien une Debian 12 Bookworm. Alors je pense que l'ID, il y a peut-être plusieurs ID qui portent sur la même Debian. Notre IP en question est go. Voilà, on est arrivé dessus, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est assez cool. Si je vérifie ici, vous voyez que j'ai pas l'IP qui est montée là, parce que, souvenez-vous, l'IP elle est au niveau des ports de mon routeur, elle n'est pas mon IP public, hein. Mon IP interne bien sûr je l'ai, mais mon IP public je ne l'ai pas, parce que tout se joue au niveau du routeur. Allez voir la vidéo sur le network si vous souhaitez avoir d'autres éléments. On va en sortir, parce qu'on n'a pas besoin, et puis on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on va destroy tout ce petit monde. Et vous allez voir que si tout se passe bien, on devrait avoir un problème. Donc on va faire un Terraform destroy, comme ceci, voilà.
Donc là, il est en train de lister tout ce qu'il a à réaliser et tout ce qu'il a à supprimer. Et on va lui dire, bah écoute, donc on en avait 13 de créer, là il nous propose d'en détruire 13, bah très bien, go, vas-y mon gars, fonce, va dans le mur. En tout cas, j'espère que ça va se planter. On va voir. Si ça se plante pas, ça se plantera une autre fois, ne vous inquiétez pas. Cette règle-là est quasi inévitable. En fait, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à détruire les security groups avant que l'instance soit détruite, puisque l'instance met un petit peu plus de temps à être détruite qu'un security group finalement. Et donc, si on n'a pas fait le lien de cette dépendance et si le provider ne l'a pas fléché, ah bah dommage, mauvais exemple, bon, voilà. Et bien normalement, ce qu'il aurait dû essayer de faire, effet démo, il aurait dû essayer de détruire les security groups avant l'instance, et il aurait planté sur les security groups, tout le reste aurait été détruit, on aurait pu rejouer une deuxième fois éventuellement la destruction des security groups, mais la bonne manière de régler les choses, ça aurait été ici, virgule, et de mettre nos security groups finalement qu'on retrouve ici. Donc d'ailleurs on peut lui mettre non pas .ssh, pas un spécifiquement, mais on peut lui mettre juste que ce soit juste après les security groups finalement. Et finalement, globalement, on couvre les cas qui sont intéressants dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est il faut qu'il y ait un routeur, notre subnet, etc. Donc ça, finalement, c'est couvert par le network subnet. Il lui faut le security group, ça, on l'a également. Le floating IP, on va pas créer, on va pas s'assurer forcément d'avoir l'IP de créer avant. Ici, on pourra avoir une dépendance, par contre, pour dire, bah écoute, il faut d'abord que l'IP soit créée, la floating IP soit créée, que l'instance soit créée avant d'associer les éléments. Là-dessus, après, ça dépend vraiment des comportements du provider. Ça, c'est OpenStack, mais on pourrait avoir d'autres providers. Là, c'est le comportement par défaut du provider qui va vraiment dire est-ce qu'on a besoin de rajouter une dépendance ou de ne pas en rajouter. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est relancer une deuxième fois Terraform Destroy. Hop là, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, on a fait... Ah non, il a besoin d'avoir précisément... Ah tiens, c'est... Comme un doute. Bah non. Ah oui, il lui manque un élément. Ah oui, non, du coup là on est obligé, pardon. Ah, yes, par contre on peut peut-être lui passer le étoile. Le étoile il passe... Tiens, on va le faire. Non, il passe pas pour ce cas de figure là. C'est pas grave. Par contre, ce qui est déjà important, c'est si on mettait juste le security group, par exemple OpenVPN. Généralement, comme un bloc entier d'objets qui en plus sont situés au même endroit, mais un bloc de même typologie, généralement il va les jouer tous à peu près en même temps. Donc si on prend OpenVPN, on peut être quasi à coup sûr que si OpenVPN est détruit, OpenSSH devrait être à peu près détruit dans le même temps. Donc du coup là on couvre déjà les choses. Bon là il nous dit qu'il n'y a rien à réaliser, effectivement. Alors attention, on ne quitte pas comme ça, c'est qu'on va faire un git status, comme on l'avait fait précédemment, et on va vérifier ce que l'on a fait, ce que l'on a modifié, et on va envoyer les éléments. Donc première chose, on fait un git diff, et là on va vérifier les modifications qu'on a fait au niveau, donc là il nous a pisté des modifications qu'on a fait au niveau de variables. Effectivement, on a rajouté des variables, donc on retrouve ici. Deuxième élément, on a également, si je fais un git status, donc du coup on a deux fichiers qui ont été rajoutés ici. De mémoire aussi, on peut faire un Terraform FMT, c'est-à-dire qu'il va remettre en forme tous nos fichiers suivant les règles. C'est un peu comme le Go FMT, il va remettre en forme la structure vraiment dédiée à Terraform. Alors, je ne sais pas si on va le voir là, mais c'est fort probable qu'on ait fait des choses qui ne soient pas trop dans le moule. D'ailleurs, pour le vérifier, on peut faire un git status. Oui, par exemple, là, voilà, il a modifié la keeper. Donc, on peut faire un git diff et vérifier ce qu'il a été modifié au niveau de la keeper pour voir qu'est-ce que j'avais mal fait en termes de format. Donc, au niveau de la keeper, ça se passe ici, on dirait. Ouais, alors c'est au niveau des égales, vous voyez. Là, ça doit être de la tabulation, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt cool parce qu'il remet bien en forme les choses. Donc, ça, c'est assez sympa. Vous avez aussi des linters pour Terraform. Pour l'instant, on n'est pas au stade où ça peut être intéressant d'utiliser des linters, loin de là. Ça, on le verra beaucoup plus tard. D'abord, faisons une infrastructure, qu'elle soit à peu près propre. Et puis après, dans un ordre des choses, ça sera intéressant de le faire. Donc là, on va faire un git status. On va faire un git add et on va aller ajouter les fichiers sur lesquels on a des modifications. Donc là, du coup, comme on est avec des chiffres, ça va assez vite. Hop, voilà, 0.3 aussi et 0.4 aussi. Ensuite, on va faire un git
commit. Et là, bah tiens, on va le faire différemment de la fois précédente. On va faire un git commit comme ceci, et on va lui mentionner donc ici qu'on est sur du Terraform, on n'est pas sur du Ansible, parce qu'on aura tout dans le même dépôt. Et là, on va lui dire, add yak, donc infra as code, to create an instance for OpenVPN, voilà. Et on va faire un git push, voilà. Donc là, cette fois-ci, il va pousser directement. Si je m'en souviens, la prochaine fois, on fonctionnera par merge request. Ce sera l'occasion de le découvrir. Donc là, du coup, on va revenir sur nos commits, notre liste de commits. Hop, normalement, il aurait dû nous récupérer l'élément. Qu'est-ce qu'il a été faire? Où est-ce qu'il l'a fait? Ouais, on l'a bien ici, voilà. Donc on a notre commit qui a été poussé, on voit que just now, il y a 1 heure, donc on a bien une différenciation entre les deux, et on a notre commit avec tous les changes qui ont été apportés, donc ça c'est cool. Voilà, et surtout on n'a plus rien sur notre instance, ce qui permet de ne pas trop consommer de ressources, ça c'est assez cool pour la planète et pour votre argent. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter éventuellement les liens VOD qui sont présents dans la description. N'oubliez pas que tout le code, vous le retrouvez dans le lien qui est présent dans la description de chacune des vidéos, avec le numéro, donc chaque répertoire correspond à une vidéo donnée par son numéro de vidéo, tout simplement dans sa place dans la playlist. Donc je vous dis à très bientôt, ciao à tous.